C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonjour. Les chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce mardi 23 septembre à New York pour échanger sur les grands enjeux du changement climatique. Ce sommet climat organisé par le secrétaire général de l'ONU vise à mobiliser au plus haut niveau politique et à servir de rampe de lancement pour les discussions sur un nouvel accord climatique international. Le président de la RDC, Joseph Kabila, prendra part à ce sommet. Et en politique, les groupes parlementaires UDPS et alliés ainsi que UNC et alliés ont décidé de suspendre leur participation à l'Assemblée nationale et à la Commission électorale nationale indépendante. Ils récusent le dérapage à la Chambre basse du Parlement et à la CENI. Selon eux, ils protestent contre le non-respect du principe de l'unicité du calendrier électoral consacré à l'article 9 de cette loi. À en croire le journal Africa News de ce matin, il y a de grosses inquiétudes quant à l'effectivité de ce mot d'ordre lancé notamment par Sami Badibanga, président du groupe UDPS, vu que le leadership de Badibanga est contesté au sein de son groupe. Et justement, à propos de cette question, nous recevons sur ce plateau Richard Chako Kanyengele, journaliste et analyste politique. Bonjour Richard. Bonjour madame. D'entre deux jets, quelle lecture faites-vous de la décision prise par ces deux groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale? Oui, madame, effectivement, nous l'avons dit, la presse en a parlé, que la rentrée parlementaire, cette session de septembre, voulue budgétaire, parce que la session va examiner le projet des lois des budgets pour l'exercice 2015. Il y a d'autres matières qui seront débattues, examinées au cours de cette session, notamment la question sur la révision constitutionnelle qui divise la classe politique congolaise. Il y a aussi la question sur les élections locales, municipales, urbaines qui sont à l'ordre du jour. Alors, vu le caractère ou les enjeux de cette session-là, on pouvait c'était tout à fait normal que nous puissions vivre ce qu'on a vécu depuis vendredi. Vous savez que la plénière de vendredi, ça s'est un peu terminé de manière peu honorable parce que l'opposition avait quitté la salle, même si le vote sur l'adoption du calendrier de cette session a été adopté, mais l'opposition avait déjà quitté la salle. Donc c'était prévisible que, au regard des enjeux de cette session, qui ne sera pas essentiellement budgétaire, qu'on vive cette situation. Donc, pour toi, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui peut arriver au cas où ces deux groupes parlementaires campaient sur leur position? Bon, ce qui peut arriver quand si l'UDPS est allié et UNC est allié, camper sur la position, c'est-à-dire de suspendre leur participation dans des plénières au cours desquelles il sera examiné les projets de loi sur les calendriers, plutôt les élections locales, municipales et urbaines et sur la révision constitutionnelle. Je crois que nous risquons de vivre une plénière peut-être, je peux le dire, monocolore, parce que l'opposition politique a trois groupes parlementaires. Il y a UDPS et allié, UNC et allié, et puis MLC et allié. Alors les deux groupes parlementaires de l'opposition, UNC et allié, UDPS et allié, ne seront pas là. Les MLC et alliés sera dans la salle, donc ça, nous risquerons d'avoir des plénières où il n'y aura que la majorité, tous les groupes parlementaires de la majorité, et puis il y aura aussi de l'autre côté rien que MLC allié. C'est-à-dire la cohésion voulue au niveau de la Chambre basse du Parlement ne sera pas là. Ça veut dire que l'UNC allié, l'UDPS allié pourra se dire pas concerné par les décisions ou les lois qui seront votées en leur absence. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour décanter ce que d'aucuns qualifient de crise à l'Assemblée nationale? Je crois qu'il est des bonnes lois que le président de l'Assemblée nationale, qui est un sage, comme l'appelle souvent l'honorable Pius Mabelou, il dit les primus pater, c'est les premiers parents au niveau de la Chambre basse, d'appeler les deux groupes parlementaires, l'UNC et allié et UDPS et allié, de les appeler pour chercher à harmoniser les points de vue. Je me rappelle, lors de la législature passée, quand il y avait, par exemple, je ne peux pas le citer, un président de l'Assemblée, quand l'opposition claquait la porte,
il usait de sa sagesse de suspendre la plénière, de les appeler et chercher à les faire revenir dans la salle. Le président de l'Assemblée nationale justement, parce que la pomme de discorde, madame, c'est au niveau de la proposition de loi déposée par l'honorable Délice Sanga. L'honorable Délice Sanga avait déposé une proposition de loi sur les amendements apportés dans les élections locales, municipales et urbaines. Alors, parce que c'était déjà plutôt adopté et même promulgué depuis longtemps, mais alors que le gouvernement congolais lui aussi a déposé un projet de loi sur la même matière. Mais au niveau de l'article 130 de la Constitution, dit que s'il y a un projet de gouvernement, un projet de loi qui vient du gouvernement bien sûr, et une proposition de loi qui vient des députés nationaux de l'autre côté, sur la même matière, on prend la loi qui a été déposée bien avant. Alors pour les cas d'espèce, la proposition de loi de Délice Sanga a été déposée depuis mai 2012 sur les amendements apportés sur les élections locales, municipales et urbaines. Le gouvernement a déposé ça tout récemment. Alors, le président Minakou a dit, lors des ADN plénière du vendredi, que harmoniser. Mais les deux groupes parlementaires dont il est question ici, UNC alliés et PDPS alliés, ne veulent pas que l'article 130 de la Constitution, qui débat sur l'arbitrage au niveau de la proposition de loi et du projet de loi, ne veulent pas qu'il y ait une négociation, que la loi sera respectée. Je crois que le Obé Minakou a intérêt, en tant que le premier citoyen, si je peux le dire, le premier député au niveau de la Chambre basse du Parlement, d'appeler les deux groupes parlementaires pour harmoniser leurs vues, pour qu'il y ait un bon climat. En quelques mots, est-ce que pensez-vous que cet appel lancé par l'opposition sera-t-il suivi par leurs délégués à la CENI? Bon, l'opposition avait aussi demandé à leurs délégués de la CENI, c'est-à-dire les deux groupes parlementaires, de se retirer. Là, je vois Gustave Romba qui est le produit UNC allié au niveau de la CENI. Je vois Jean-Pierre Kalamba qui est le produit de l'UDPS allié. Je ne pense pas parce que ces deux personnes n'appartiennent plus à leur groupe parlementaire. Ils sont plus des politiques. On dit la CENI, c'est commission électorale indépendante. Ils sont maintenant indépendants. Alors, leur demander de se retirer, je ne pense pas que ça aura un effet sur ces deux personnes-là. Surtout qu'au niveau de l'UDPS et allié, déjà, il y a des fissures. C'est pas tout le monde qui fait allégeance à Sami Badi Banga, qui est le président du groupe parlementaire. Je crois que l'opposition pourra voir d'autres stratégies au lieu de demander à ce délégué de se retirer de la CENI. D'accord, merci beaucoup Richard Chako pour cette intervention. Merci. Poursuivons ce journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a signé le dimanche l'ordonnance loi portant investiture des membres du Conseil économique et social. Ils sont au total 68 personnes qui vont faire partie de cet organe dont la mission est de s'apaisantir sur les vrais problèmes du pays, notamment l'économie et le social. On peut noter par exemple le nom comme de Genda Raphaël, Banza Angakoulou Delphin, Ezati Mireko et Monseigneur Ndinga Simo, pour ne citer que cela. Et l'Assemblée provinciale de l'Équateur peut à nouveau exercer ses activités après une longue suspension lui infligée par le gouvernement congolais. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu le samedi de l'Union africaine est présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Pour le gouvernement, cette décision est motivée par l'accalmie observée au sein des institutions politiques de l'Équateur. Sur le plan sanitaire, le gouvernement s'est félicité du fait qu'aucun nouveau cas de contamination d'Ebola n'a été confirmé en RDC ces 10 jours. Autre chose, l'humanité entière a célébré le dimanche 21 septembre la journée internationale de la paix. Elle a été placée sous le signe de droit de peuple pour la paix. En République démocratique du Congo, plusieurs manifestations ont été organisées à cet effet. C'est le cas de ces méga concerts pour la paix organisés dans la ville de Goma et au Nord Kivu par l'ONG One Day Peace. Il s'agit d'une contribution de cette ONG au retour de la paix dans l'Est de la RDC. Nous vous proposons de suivre un extrait des messages du gouverneur du Nord Kivu et du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Pour ceux qui ne le savent pas, Goma aujourd'hui est la capitale internationale de la paix. Et vous devez vous en réjouir parce que il y a seulement une année, cette ville de Goma vibrait sous les coups de balles. Et donc nous devons louer les efforts et du gouvernement congolais et de la communauté internationale pour qu'aujourd'hui
nous puissions démontrer à la face du monde qu'on peut avoir un autre langage différent de celui de Kalachnikov. À partir de ce moment, nous envoyons un message partout au monde que nous voulons rien que la paix et nous serons opposés à toute initiative qui aura tendance à nous ramener la guerre. Voilà pourquoi, à travers la journée d'aujourd'hui, nous formulons les vœux devant la communauté internationale que Goma ne voudra plus jamais revoir la guerre. Le message principal aux groupes armés de se désarmer volontairement, paisiblement, de rendre sous la paix, d'avoir la paix, de choisir la paix. Aujourd'hui, c'est une journée de la paix, sans violence, sans viol, sans pillage, parce que vous, le peuple de Goma, le peuple de la RDC, vous avez tant souffert. C'est la paix qui est mieux maintenant que la guerre. Et c'est le message pour le groupe armé. C'est un jour unique. Il faut aussi penser. La ville de Goma a été transformée le dimanche, la capitale mondiale de la paix, le chef-lieu de la province du Nord Kivu a vibré au rythme d'un méga concert tenu à l'aéroport de Goma. Nous vous proposons de suivre un extrait de ce concert livré par l'américain Econ et le congolais Lexus Legal. Indépendance. 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Et dans le même cadre, ici à Kinshasa, une marche dite de la paix a été organisée par le cadre de concertation nationale de la paix de la société civile en collaboration avec la MONUSCO. Cette marche qui est partie de certains points de la capitale a eu comme point de chute la place des évolués dans la commune de la Gombe. On y a planté l'arbre de la paix et les pigeons ont été lâchés en signe de l'engagement de chaque citoyen congolais aux efforts de la consolidation de la paix. Parlons santé dans ce journal. Il se tenu du 18 au 20 septembre dernier la première phase de journée nationale de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Bas-Congo. Les enfants de 0 à 59 mois étaient vaccinés et notre équipe a couvert cette campagne au niveau de Matadi. À ce sujet, nous avons sur ces plateaux Jacques-Olivier Moulou-Bandombe. Bonjour Jacques. Bonjour Magui. Alors dites-nous comment a été organisée cette campagne en termes d'équipe. Voilà, merci. Nous avons été à Matadi, dans la province du Bas-Congo. Avant de vous donner les statistiques en ce qui concerne les équipes, j'aimerais d'abord vous préciser la cartographie sanitaire de la province du Bas-Congo. La province du Bas-Congo est une province qui compte 5 districts sanitaires, 31 zones de santé et 385 aires sanitaires. Alors, la campagne de vaccination les enfants âgés de 0 à 59 mois qui ont été évalués à 679 278, donc les enfants qui étaient attendus pour cette campagne. Alors, pour réussir la campagne, il y a eu
4 334 vaccinateurs et 770 mobilisateurs déployés dans les aires de santé de toute la province du Bas-Congo. Alors, en ce qui concerne la ville de Matadi, puisque vous l'avez si bien dit, nous avons été à Matadi. Il y a 2 zones de santé, la zone de santé de Nzanza et celle de Matadi. En Nzanza, par exemple, il y a 26 198 enfants qui étaient vaccinés et pour ce faire, il y a eu 124 prestataires, donc 62 équipes. Et dans la zone de santé de Matadi, il y a 34 967 enfants qui étaient visés. Et pour cela, il y a eu 105 équipes déployées sur le terrain. Voilà en ce qui concerne la répartition des équipes dans les zones de santé donc, de la province du Bas-Congo. Précisément de Matadi. Oui. Voilà, alors un mot sur la stratégie adoptée par les prestataires. Et y a-t-il eu des cas de refus ou de... Oui, la stratégie adoptée pendant cette campagne, c'est toujours le porte-à-porte. On a vu les vaccinateurs donc, passer d'une maison à une autre pour administrer 2 gouttes aux enfants. Donc, il n'a pas été question de piqûres, mais de gouttes aux enfants. Et après, on applique l'encre indélébile à l'auriculaire, le petit doigt, en signe d'identification. Et en plus, on arrive à pointer, à faire de marques dans la porte pour expliquer que dans cette maison, tel nombre d'enfants ont été vaccinés. Alors, en ce qui concerne le cas de résistance, vous savez, peut-être pas, malgré la province du Bas-Congo est une province qui a un nombre élevé de sectes religieuses qui, hier, étaient opposées à la campagne de vaccination. Mais cette fois-ci, il y a le BDK, il y a le Vouvoimou, mais cette fois-ci, quelle est la stratégie qui a été utilisée? Eh bien, on a intégré les adeptes de ces sectes religieuses dans l'organisation pour que ce soit une action collégiale. Alors, donc, après cette organisation, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que le taux de résistance était faible. Mais il y en a eu quand même. Par exemple, nous avons interrogé à ce sujet le médecin responsable de la zone de santé de Matadi, à Matadi, qui a dit que dans l'aire de santé de Loadi, à Matadi même, il y a eu 6 cas de résistance. Et quand il est descendu sur le terrain, il a sensibilisé. Donc, des 6 cas, on a brisé 4. C'est-à-dire, on a vacciné 4 enfants sur les 6 dont les parents refusaient. Il y a eu également la résistance dans certaines écoles, par exemple à l'épée Netanya, où nous avons été. Le préfet a carrément refusé qu'on puisse vacciner les enfants, semble-t-il, puisqu'il n'avait pas reçu l'aval des parents. Alors, nous sommes descendus sur le terrain avec le médecin. Il a utilisé toutes les stratégies pour dire que la presse était là. Si vous refusez, on va vous filmer. Et le préfet a cédé. On a vacciné les enfants en notre présence. Il y a encore une autre école. Il y a les enfants d'abord, c'est le nom de l'école, où le préfet a refusé et il a fait partir les enfants. Et là, quand nous sommes arrivés, le médecin s'est imposé et on a rattrapé ces enfants-là le lendemain. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu quelques cas de résistance et le tout dernier, c'était au camp militaire Ango-Ango. Alors, quand on fait la sommation de tous ces cas de résistance et de refus, les spécialistes disent que le taux est faible, donc négligeable, c'est-à-dire que la campagne s'est tenue un peu normalement. Alors, une dernière question. En termes de bilan, selon vous, est-ce que ça a été une réussite ou un échec? Là également, ça ne revient pas, il ne revient pas à nous de donner cette appréciation. Nous avons interrogé le médecin, le coordonnateur provincial de la campagne, qui est en même temps coordonnateur donc provincial du programme élargi de vaccination, le docteur Mabunda. C'est lui qui nous a donné toutes ces informations. Il dit que jusque-là, ils sont en train de réceptionner les résultats venant donc de l'arrière-pays ou de l'arrière de l'intérieur de la province, par exemple. Alors, pour le premier jour, la complétude a été de 45%, pour le deuxième jour de 30% et pour le troisième jour à 6%. Et sans oublier qu'on a organisé une journée de rattrapage, de ratissage comme on le dit. C'était hier dimanche. Pour ceux des enfants qui n'étaient pas vaccinés, ils avaient la chance d'être vaccinés hier dimanche. Alors, quand on fait la sommation de toutes ces complétudes, les médecins disent qu'à moins de 70%, donc on a déjà une couverture de plus de 80%. Ce qui veut dire que c'est une réussite totale. Mais avant j'aimerais peut-être chuter en disant que cette campagne était prévue être une campagne synchronisée. Elle devrait se passer en même temps, en République démocratique du Congo, en Angola et en République du Congo, Congo-Brazzaville. Mais c'est le Congo, la RDC qui a donné le go, les autres pays vont suivre. Et jusque-là, donc depuis 2012, il n'y a aucun cas de poliovirus sauvage qui a
aucun nouveau cas enregistré en République démocratique du Congo. Alors, à cette allure, on déclarera donc en 2015, si ça continue comme ça, on dira que la République démocratique du Congo est un pays maintenant sans poliomyélite. D'accord, merci Jacques-Olivier Mouloubandombe pour toutes ces précisions. Il existe un fonds africain de garantie qui est spécialisé dans la promotion des investissements publics et privés, mais ce fonds est très peu connu en République démocratique du Congo qui n'en est pas membre. Son directeur général centrafricain, né d'une mère congolaise et de passage à Kinshasa, la RTGA en a profité pour cerner la nécessité pour la RDC d'adhérer à FACAJ. Suivez. Je crois que c'est un problème de stratégie. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette institution, nous avons donné une vocation à l'institution. Nous voulons faire d'elle une institution financière internationale panafricaine. Aujourd'hui, nous couvrons pratiquement tous les pays de l'UEMOA, de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin qui abrite le siège, le Mali, le Niger. Tous ces États de l'UEMOA sont membres. Nous pensons que la RDC étant un grand pays qui a de fortes potentialités, nous pensons qu'effectivement qu'il fallait faire bénéficier un peu des techniques d'intervention à ce pays. La RDC mène un certain nombre de démarches dans les rapports qu'elle a avec, par exemple, la Banque mondiale ou le FMI, pour pouvoir peut-être accéder à des taux, à des emprunts, à des taux concessionnels. À ce niveau précis, nous pouvons permettre d'apporter, par la technique de la bonification dont je vous parlais, permettre justement à la RDC d'accéder à ces prêts. Et de deux, il y a le secteur privé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le secteur privé aujourd'hui, pour pouvoir développer ses activités, a suffisamment besoin déjà de garanties. Et c'est ce qui se pose comme problème aujourd'hui à tous les opérateurs économiques que j'ai eu à rencontrer au temps de la RDC, qui sont venus solliciter le FAGAS pour que nous puissions intervenir dans un certain nombre d'activités. Mais la réponse que j'ai toujours donnée, c'est que bon, la RDC n'étant pas membre du FAGAS, nous ne pouvons pas du tout intervenir en RDC. Mais par contre, si le promoteur devait investir et que le FAGAS devait le suivre, s'il était congolais, ben c'était qu'il investisse dans un pays membre du FAGAS. Alors donc je pense qu'à ce niveau précis, nous pouvons apporter justement, par notre présence, permettre aux opérateurs économiques privés de bénéficier de ces interventions-là. Maintenant, en termes de cofinancement, nous avons démarré une activité qu'on appelle le cofinancement direct. Donc, nous avons lancé un emprunt obligataire pour lever des ressources de l'ordre de 40 milliards de francs CFA, donc pour développer le secteur privé. Si la RDC était, par exemple, membre, eh bien, ces fonds que nous avons pu lever, que nous sommes en train de lever, pourraient justement permettre de financer des projets localement, bien évidemment, en faisant un tour de table avec les banques locales. Et les banques locales préfèrent davantage avoir une garantie liquide, c'est ce que nous offrons, que d'avoir des garanties qui portent sur des sûretés réelles. En sport, pour terminer, les deux équipes congolaises qui ont joué leur demi-finale aller de Ligue des champions de la CAF gardent encore leur chance de jouer la finale. Le club qui a battu Sfax à 2-1 et Mazembe qui est tombé devant Entente Sétif 1-2 auront un coup à jouer le week-end prochain. Il sera question pour ces équipes de bien se concentrer et de prendre au sérieux leurs adversaires maghrébins. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.